Voilà, donc là, l'idée, c'est de vous parler effectivement de ce qu'on attend aujourd'hui, enfin en tout cas ce qu'on va trouver dans le métier de formateur. Voilà, si je devenais formateur professionnel d'adulte, voilà, donc on appelle ça un FPA, formateur professionnel d'adulte. On va voir qu'il y a différentes façons d'y arriver. Alors, je vais vous demander de passer les diapositives, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui devenir formateur, formatrice? Ça part déjà d'une envie. Et ça, c'est important de le dire, c'est que ce n'est pas un métier qui se fait par défaut, c'est un métier qui nécessite d'avoir envie. Voilà, donc on a envie de quoi? Envie de partager, de transmettre, on a envie d'aider les autres. Je pense que c'est un métier où, sincèrement, on aime les gens. En tout cas, c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de la plupart des formateurs que j'accompagne, que je forme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a envie soit de partager ses connaissances, soit d'aider les autres. Voilà, c'est un métier qu'on fait par passion aussi d'un sujet, éventuellement d'une expertise. Voilà, je suis super bon dans tel domaine et j'ai envie de partager ça. Et c'est important d'avoir ce moteur interne, en fait, en termes de motivation. C'est ça qui va permettre d'avancer et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de former ou d'animer des réunions qui ressemblaient à des formations. Et en fait, le sens de la formation de formateur, c'est d'apprendre un petit peu les techniques, les méthodes, la structure qui vont permettre d'arriver à cette fin-là. Voilà, on va passer à la diapo suivante. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat si vous en avez, et puis j'y répondrai bien sûr, on a un temps de questions-réponses après. Alors, c'est quoi la différence entre être professeur en formation initiale et être formateur? Le professeur, c'est quelqu'un qui est détenteur d'un savoir. Il va transmettre un savoir à des élèves, à des étudiants, et donc il va s'appuyer sur des courants théoriques, il va s'appuyer sur des recherches qu'il fait. En général, les professeurs sont aussi des chercheurs, et il va faire en sorte que les élèves découvrent et apprennent le sujet, c'est-à-dire tout le savoir vient du professeur. Le professeur a vraiment un rôle d'enseignant dans ce cas-là, en utilisant une méthode descendante. Si on clique là maintenant sur l'image suivante, en formation continue, la posture est complètement différente. On va parler de posture. Ce qui est au centre en formation continue, c'est l'apprenant. Et l'apprenant, c'est un adulte. Il ne vient pas là par hasard. L'apprenant, il a déjà une expérience, il a déjà une connaissance du sujet la plupart du temps, ou de sujets qui vont être nécessaires pour apprendre le sujet que vous allez lui transmettre. Et donc, c'est de cette expérience dont on va tirer la quintessence. Et les apprenants, donc, dans une salle de formation ou en virtuel éventuellement, vont apprendre en échangeant. Le formateur, son rôle, ça va être de donner du sens, d'accompagner cet apprentissage, donc de faciliter. Vous voyez, le rôle du formateur est complètement différent. Alors, ça induit quelque chose sur la posture. Et c'est quoi la bonne posture du formateur? Voilà, contrairement à un professeur, le formateur, il ne va pas être là pour faire un cours. Il n'est pas là pour transmettre simplement des connaissances. Il va s'appuyer, comme je disais, sur les échanges, voilà, sur l'expérience. Et surtout, il va avoir un rôle de faire émerger, de faire venir comme ça les connaissances qui sont déjà là, les savoirs qui sont peut-être enfouis, voilà, que l'apprenant n'a même pas conscience de maîtriser. Et le rôle du formateur, là, ça va être vraiment d'accéder d'abord à la prise de conscience. On va faire en sorte que le stagiaire accède à la prise de conscience. Il va devoir aussi faire expérimenter les savoir-faire. Et plus on va faire expérimenter, plus l'apprenant va apprendre. Voilà. Et donc, donner du sens. Et la posture également du formateur va être de maintenir la motivation des stagiaires jusqu'à la fin de la formation. Que ce soit une formation d'une journée ou une formation de 6 mois, 1 an. Donc la posture un petit peu d'égomane, pardon, on peut revenir un petit peu en arrière, je n'ai pas terminé, merci. La posture d'égomane du formateur qui est là pour dispenser son savoir, c'est une vision du passé. C'est une vision qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas qui ne devrait plus exister. Et l'égomane, voilà, il faut en faire son deuil. On renonce à cette posture de toute puissance. On n'est pas là pour ça. Voilà, clairement, quand on veut être formateur professionnel d'adultes. Voilà, on peut y aller là maintenant. Donc, c'est quoi le job? C'est quoi le rôle et les missions du formateur? Alors, voilà, on a une photo de Sophie Rodriguez en animation d'atelier de formation.
Voilà, on voit que la forme, ce n'est pas la forme scolaire, hein, on n'est pas assis comme ça, tous à une table en train de regarder un professeur, ça va être très interactif et la force d'une bonne formation, ça va être de varier les méthodes, de créer de l'interaction, de faire en sorte qu'il y ait des activités sous forme d'ateliers qui puissent se passer, de façon à ce que les apprenants puissent mettre sur la table un petit peu tout ce qu'ils savent déjà. Donc, les missions du formateur. La première mission du formateur, ça ne va pas vous surprendre, ça va être bien entendu. Alors, on va revenir sur je prendrai ça après, merci. Les missions du formateur, ça va être d'abord d'animer des formations, d'accord, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mais c'est ça, je dirais, c'est la raison d'être du métier de formateur, c'est d'animer des formations. Et ça va représenter un nombre de jours dans l'année. Bon, tout dépend si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, d'accord. Mais vous allez faire ça une partie de votre temps, un tiers, la moitié du temps, c'est déjà beaucoup, voilà. Mais ces formations, il faut les préparer. Et donc, vous avez aussi un temps de préparation. Et éventuellement, il va falloir les concevoir, hein, si c'est des nouvelles formations. Et là, il y a un temps encore plus grand de conception. Il faut savoir qu'une journée de formation, c'est au minimum 2 jours de conception. Voilà, le ratio, c'est à peu près ça. Mais ce n'est pas tout. Voilà, l'informateur, ça va être aussi quelqu'un qui va accompagner ses apprenants. C'est aussi quelqu'un qui va devoir se maintenir en veille des connaissances, donc de son domaine, mais aussi de la pédagogie. Par exemple, s'il est formateur en, je sais pas moi, en process industriel, les process industriels, voilà, il y a eu le Lean qui est sorti il y a quelques années, il y a des nouveautés, et donc il faut se tenir au courant des dernières nouveautés. Il n'est pas concevable qu'un formateur transmette à ses apprenants en 2022 des connaissances qui datent de 2000 et qu'il n'aurait jamais réactualisées. C'est pas possible. Et puis, il y a aussi la mission, dans sa mission, il y a aussi toute la partie administrative. Alors, on peut passer à la diapo suivante, parce qu'aujourd'hui, et Sophie va vous détailler ça tout à l'heure, mais la partie administrative, c'est une partie qui est de plus en plus lourde dans le métier de formateur aujourd'hui, notamment avec l'arrivée des contraintes liées à Calliope, donc au référentiel de certification. Donc voilà, si on devait faire une année, alors non pas de 24 heures, mais de 12 heures, hein, parce que sur un cadran de montre, voilà, c'est plutôt 12 que 24, voilà à peu près ce que ça donnerait. Hein. Vous voyez la partie animation qui représente allez, entre 30 et 50% du cadran. La partie conception, préparation qui pèse bien la moitié, hein, pas loin de la moitié, voire plus des fois. Et puis l'administratif qui est incontournable, voilà, qui va prendre de la place. Et la veille, c'est un petit peu le parent pauvre, c'est un peu le temps qu'on y passe, mais c'est souvent du temps off, voilà, du temps en dehors du temps de journée de professionnel. Et puis, n'oublions pas que derrière ça, si vous êtes indépendant, vous allez avoir aussi du temps de communication voilà, sur les réseaux sociaux, du temps de commercial, du temps de relations clients. Voilà, tout ça va venir se rajouter. Donc, vous voyez que la demi-journée, si l'année faisait 12 heures du formateur, elle est bien remplie. Voilà. Suite. On va en parler tout à l'heure de cette partie administrative avec Calliope. Alors, le formateur, il a aussi un rôle d'accompagnement individuel, et ça, il ne faut pas le négliger parce que c'est très, très important. Aujourd'hui, la formation, elle est individualisée. Alors, certes, on peut avoir des groupes, hein, bien entendu, dispenser de la formation à des groupes, mais un groupe est composé d'individus et la formation répond toujours à une problématique de chaque individu. Et donc, que ce soit avant, au début de la formation, pendant ou après, on a toujours le rôle du formateur qui va être de comprendre la problématique de chacun et chacune de ses apprenants et puis d'essayer d'apporter les réponses. Voilà, et donc ça c'est important aussi, c'est très très important aujourd'hui et ça fait même partie d'un certificat de compétence du REAC, voilà, du référentiel de certification, de faire cet accompagnement individuel et de répondre aux besoins individuels des stagiaires. Je crois que j'ai presque fini. Voilà, et donc on peut passer à la suite. Alors, où commence le rôle du formateur? Ça va peut-être vous surprendre, mais le formateur, son premier rôle, en fait, je parle en chronologie de l'action, hein, son premier rôle, ça va être d'être capable de comprendre ce que veut son interlocuteur, ce que veut le demandeur, en fait. Hein. Alors certes, il y a des formations qui sont plus ou moins sur étagère, hein, qui sont des formations catalogues où on prend le module et puis on le dispense, et puis
les gens qui sont inscrits sont là parce que le sujet les intéresse, hein. Notamment les gros OF fonctionnent beaucoup comme ça. Dans un petit OF de la taille humaine comme les CHP Formation, hein, cultiver humainement votre potentiel, ça va être différent. Hein. C'est-à-dire que la demande, le rôle du formateur va être de comprendre la demande et de définir les objectifs du commanditaire, de celui qui demande la formation. Et des fois, la demande, elle n'est pas si claire que ça. Il faut aller creuser un petit peu, il faut chercher quelles vont être les vraies motivations, les motivations peut-être implicites, hein, qui sont demandées par le commanditaire. Et donc, le travail de conception va démarrer à ce moment-là. Il faut vous dire que si les objectifs ne sont pas clairs, vous risquez, vous prenez un gros risque, c'est que votre formation ne réponde pas à l'attente. D'accord ? Et là, c'est vraiment problématique. Donc, un travail de conception doit s'appuyer sur une recherche claire des motivations du commanditaire, mais aussi des apprenants, de façon à définir des objectifs. Et ces objectifs, il y a une formule magique, voilà, c'est votre premier tips, on va dire, d'apprentissage dans le métier de formateur. C'est que comment on va rédiger un objectif pédagogique. Un objectif pédagogique répond toujours à la phrase à l'issue de la formation ou à l'issue de la séquence ou à l'issue de la journée, peu importe, l'apprenant il sera capable de faire quelque chose en fait. Il sera capable de suivi d'un verbe d'action. Par exemple, il sera capable de lister un certain nombre d'éléments, il sera capable d'analyser une situation, il sera capable de construire, je ne sais pas moi, quelque chose en industriel, par exemple, sur une machine. Voilà, il sera capable de faire quelque chose. Et c'est cette succession d'objectifs qui va faire le squelette de la formation que vous allez concevoir. Ensuite, voilà, donc le processus, et je terminerai avec ça, le processus de conception d'une formation, c'est important parce que on voit pourquoi ça pèse lourd, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, on ne va pas tout détailler, mais ce qui est important, c'est de comprendre que si ce travail-là n'est pas suffisamment approfondi, il y a 9 chances sur 10 que la formation ne soit pas adaptée en fait, à la demande du public, hein, et du commanditaire. Donc, bien entendu, il faut construire cette progression pédagogique qui va être la succession des objectifs. L'objectif dont on vient de parler, l'objectif à l'issue de la formation, l'apprenant sera capable d'eux, on va le découper en sous-objectifs. Hein. Il y a la première étape, la deuxième étape, la troisième étape qui vont permettre d'aboutir à l'objectif global. Et c'est ce découpage, ce séquençage des objectifs partiels qu'on va appeler donc la progression pédagogique. Ensuite, on va choisir les modalités, les méthodes. Et donc, le deuxième type que je vais vous donner, puis après, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, voilà, le deuxième type qui est important, c'est de comprendre que plus les méthodes, les modalités sont variées et impliquantes, et plus vous allez toucher le but, en fait. Hein. C'est ça qui va permettre d'arriver à quelque chose de positif pour les apprenants. On n'apprend que si on fait, que si on est en action. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut absolument mettre en œuvre. Donc, on va construire un scénario à partir de ça, créer les activités, et puis à la fin, bien sûr, un rôle important, surtout maintenant avec Calliope, un rôle important du formateur va être d'évaluer les acquis de ses apprenants. Voilà en quoi consiste le processus de conception, et ça doit bien entendu répondre aux attentes du public. Et donc, pour ça, il va falloir comprendre quelles sont les attentes du public à travers ce qu'on appelle un positionnement, voilà, qui va permettre de savoir comment les apprenants se positionnent sur le programme qui est donné. Donc, vous voyez, ce travail-là fait partie intégrante et même la partie la plus importante du rôle de formateur. Après, l'animation, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus. Voilà, je crois que j'ai terminé en ce qui me concerne et je serais ravi d'échanger avec vous. Après, il doit y avoir certainement des questions. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser des questions sur le chat et je passe la parole à Sophie. Alors, il faudrait juste me dire si la diapo d'après, c'est plus moi. Je crois que j'ai terminé là, non? Je n'ai pas vu sur le PowerPoint. Donc, oui, je remets mon son, parce que sinon, sans le son, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ouais, donc, la prochaine, c'est la mienne, Bruno. Voilà, OK. Et donc, merci Daniel pour avoir fait la petite remarque. L'administratif avec Calliope me paraît très lourd, donc on va en parler maintenant. Quelles sont les obligations du formateur dans le cadre de sa mission? Il a des obligations légales, mais il a aussi des obligations vis-à-vis de l'organisme de formation et il a des obligations pédagogiques également.
Donc là, un petit tour d'horizon sur les obligations du formateur. Alors, Daniel évoquait dans le chat le Calliope. Le Calliope, c'est une certification qui est issue du décret qualité qui lui-même est issu de la loi 2018, de la réforme 2018, et notamment la loi qui est de choisir son avenir professionnel. Donc, le Calliope date de 2 ans. CHP Formation est certifié depuis 2020. Et donc, attenant au Calliope, il y a des procédures et des documents à respecter pour prouver qu'on propose de la qualité sur les formations. En ce qui concerne les formateurs, ce qu'on leur demande en tant qu'organisme de formation, et là je me place en tant qu'organisme de formation, on leur demande d'abord la partie administrative qui est de nous prouver qu'ils ont un numéro de déclaration d'existence, le fameux DA, auprès de la DRITS, qui est l'ancienne directe, pour prouver qu'ils sont bien organismes de formation. Le CABIS ou l'infogreffe ou la déclaration auprès d'infogreffe, une attestation fiscale ou URSSAF, comme quoi vous payez bien vos cotisations sociales et que vous êtes à jour de vos impôts. Et puis l'assurance RC, l'assurance responsabilité civile. Ça, c'est la partie administrative. Il y a également, auprès d'un organisme de formation, que ce soit votre employeur ou que vous soyez en posture de sous-traitant, de justifier et d'actualiser vos compétences, notamment sur les agréments. Si vous avez des agréments, il y a certains formateurs qui sont spécialisés en sécurité, par exemple, et qui ont besoin d'agréments. Donc, c'est actualiser ces agréments et fournir les preuves de ces compétences. Et il y a des obligations de comportement vis-à-vis des stagiaires, notamment l'absence de discrimination et s'adapter aux stagiaires. Ça, c'est plutôt une partie, je dis obligation de comportement parce que c'est aussi une posture, hein, être formateur. C'est aussi respecter un certain cadre moral. Et puis, en ce qui concerne, et là, je fais le lien direct avec le Calliope, c'est ce que j'appelle... Pardon ? C'est ce que j'appelle les obligations pédagogiques. C'est concevoir et fournir un programme de formation, concevoir et fournir un scénario pédagogique pour prouver qu'il y a une adaptation du contenu aux stagiaires, aux participants et à la demande du commanditaire. Évaluer, il y a aussi, et ce que disait tout à l'heure Bruno, il y a une partie évaluation en amont de la formation. On évalue les connaissances des participants vis-à-vis d'une thématique. On évalue également le besoin et les attentes des participants, qu'est-ce qu'ils attendent de cette formation-là. Et puis, en fin de parcours, on évalue leur niveau d'acquisition des connaissances, qu'on appelle les acquis. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est conception des ressources et des supports vis-à-vis des participants. En fin de parcours, il y a ce qu'on appelle le questionnaire de satisfaction à chaud. Là, on est dans le cadre d'évaluer la formation, c'est-à-dire c'est le stagiaire qui évalue la formation pour savoir s'il est content de la logistique, s'il est content de l'animation, s'il est content de l'échange entre les différents participants, voilà, et il évalue également la formation. Et puis, il y a une autre obligation pédagogique qui est assez centrale parce que de là dépend des prises en charge. C'est tout ce qui est émargement, que ce soit en version papier ou en version digitale, puisqu'il y a les deux modalités. Voilà, mais pour info, le PowerPoint, vous l'aurez à disposition. Aujourd'hui, il y a différents parcours possibles pour être formateur. Il y a 2 grands fondamentaux, soit une formation courte qui n'est pas certifiante, qui n'est pas diplômante, qui n'est pas titrante, et qui est aujourd'hui pour nous sur 4 jours, on dispense sur 4 jours. Dont une journée pour savoir digitaliser ces formations, c'est-à-dire savoir animer à distance. Et puis, l'autre parcours, le plus gros de ce qu'on fournit nous aujourd'hui, c'est le titre FPA, le titre de formateur professionnel d'adulte, qui est une certification. Il y a à peu près 200 heures où il y a un examen final. Et parce que c'est un diplôme, c'est une certification diplômante, c'est un diplôme, pardon. Et donc, vous passez devant un jury à la fin du parcours. Et puis, si vous avez une 3e voie possible que nous ne dispensons pas chez CHP Formation, c'est la VAE, la validation d'acquis par expérience en autoproduction. Vous pouvez aussi votre capacité à former. Bien sûr, on propose le démarrage en j'ai mis 2022, pardon, c'est 2023. Vous doutez bien que c'est en février 2023. Un démarrage le 23 février 2023, le parcours de certification FPA.
avec la passation de jury en septembre. Et puis, on propose également une formation courte au mois de mars, et les dates, vous les aurez sur le PowerPoint, avec deux demi-journées en distanciel pour expérimenter le distanciel et la digitalisation des formations. Les plus de CHP formation sur les parcours de formation, que ce soit le titre FPA ou la formation courte. Aujourd'hui, on propose, nous, des méthodes innovantes, puisqu'on est dans l'équipe de formateurs intervenant sur les parcours. Il y a déjà 2 facilitateurs en intelligence collective qui sont des méthodes impliquantes et innovantes en matière de pédagogie. Ça nous permet d'avoir des méthodes de découverte qui vont faciliter l'auto-apprentissage et l'apprentissage entre pairs. Ce qu'on aborde également, ce qui n'est pas dans le cadre du référentiel du titre FPA, puisqu'il existe un référentiel du titre FPA qui a été conçu par l'AFPA. On aborde également tout ce qui est gestion des émotions, gestion des cas difficiles, et on fait un focus sur la posture de formateur-facilitateur, parce que pour nous, ça nous paraît important que le formateur il ait cette posture de faciliter les apprentissages et pas avoir une posture de descendant. Et un petit plus, voilà, on fait un petit plus, un apport en neurosciences, puisqu'on vous forme également sur les différents profils d'apprentissage à partir d'un modèle de neurosciences. Et la formation du titre FPA, elle est préférentiellement en présentiel, puisque ce qui est important pour nous, c'est l'appropriation par l'expérience et par l'énergie du groupe. Même si nous proposons le parcours en hybride, c'est-à-dire, il se trouve qu'on a parfois des personnes qui sont à la fois qui sont en distanciel et des personnes dans la salle. Donc, on est capable de proposer les 2 types de parcours. Et Mélanie vous marque dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, bon, le titre FPA, il est éligible CPF, bien sûr. Et puis après, il y a d'autres modes de financement. Et dans ce cas-là, on vous conseille de nous contacter parce que chaque cas étant différent, nous, on est capable de vous aider à monter une ingénierie financière et c'est notre métier de vous aider à financer votre formation. Et puis voilà, donc ça, je vous l'ai dit, on propose une version courte de 28 heures qui s'adresse prioritairement aux formateurs occasionnels puisqu'elle n'est pas diplômante. Bien souvent, c'est une formation qu'on dispense en interne dans les entreprises pour des formateurs qui ont la posture de tuteur et qui veulent aller un peu plus loin que la posture de tuteur. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et puis on passe à la partie questions. Mélanie, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent et sur lesquelles on peut partager? On vient d'en avoir une du coup à propos des formations, mais plutôt des formations de CHP, savoir si on en faisait en 100% en distanciel. Alors, la formation titre FPA, elle peut être en distanciel si vous êtes éloigné. Par exemple, nous, on est sur le secteur de Salon de Provence. Si vous êtes éloigné, nous, ça nous est arrivé d'avoir des stagiaires à Lyon, à Bordeaux, à Paris, qui ont assisté à la formation du titre FPA. Également, la formation de formateur peut être transformée en distanciel. Nous, aujourd'hui, on est capable, puisqu'on est formé à transformer nos formations en digital, on est capable de vous proposer des formations distancielles, oui. Je peux compléter, Sophie, si tu veux bien. Pour dire que faire une formation en distanciel, ça ne veut pas dire faire une formation en présentiel avec simplement passer les mêmes diapos. C'est vraiment un travail de conception, de design de formation qui est complètement différent. Et donc, on est très attaché, notamment en utilisant des outils collaboratifs, en utilisant des outils numériques qui vont permettre d'avoir beaucoup d'interactions. Voilà, hein, de façon à ce que les apprenants ne s'ennuient pas derrière leur écran, quoi, hein. Voilà, ça paraît juste une évidence, mais c'est une approche qu'on a développée. Voilà, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, voilà, ça a été développé ici. C'est au-delà de l'ennui, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des formations dynamiques, même sur des groupes assez conséquents d'une vingtaine de personnes, ça nous est arrivé d'animer des formations où on crée des sous-groupes, on les fait travailler en sous-groupe, etc. Et notre travail, il est vraiment créer de la dynamique de groupe aussi, et créer de la dynamique sur la formation. Une autre question, Mélanie? Oui, il y a quelqu'un qui demande donc quel est le rythme de travail de la formation?
comme un exemple de planning. Voilà. Je pense qu'on peut compléter aussi sur ce que demande comme investissement, même personnel, cette formation, pour aller plus large. Ouais, je réponds sur le planning. C'est une formation, le titre de formateur professionnel d'adulte, c'est une formation longue, vous l'aurez compris, puisqu'elle commence en février, elle se termine en septembre. Elle est prévue pour des personnes qui travaillent ou des consultants, puisque c'est un rythme d'une journée à une demi-journée par semaine pour vous permettre de réaliser vos activités par ailleurs. Il y a du travail asynchrone, c'est-à-dire sur une plateforme, on a une plateforme où on met des ressources qui s'appelle une plateforme LMS, Learning Management System, où vous allez retrouver les ressources et où vous aurez des exercices à faire. Donc ça, c'est la partie asynchrone. Et puis, c'était quoi oui, pour dire le taux d'investissement que ça représente, et ça, c'est Bruno Montel qui peut en parler. Voilà, et puis voilà, et on n'avait pas prévu le chat qui vient vous voir. Une nouvelle recrue voilà, chez c'est CHP. comme à la maison, tu vois, c'est comme à la maison. Oui, alors je prends le relais sur cette question de quantité de travail. Donc effectivement, le rythme, il peut paraître assez léger, puisqu'il y a beaucoup d'organismes qui proposent du 4 jours plein par semaine, par exemple. Donc nous, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a un vrai temps de travail individuel et il y a un vrai investissement de travail individuel qu'on chiffre à peu près à une demi-journée par semaine, grosso modo. En plus du temps synchrone, voilà, le fait de se dire je vais passer du temps voilà, à faire des recherches, à faire les exercices, à rédiger mon mémoire, puisqu'il y a un mémoire à présenter le jour de l'examen, donc il faut le produire. Et donc ça, c'est du temps que vous devez impérativement vous engager à passer si vous souhaitez passer ce titre. Voilà, parce que voilà, nous, on peut faire tout le job du monde. Si l'apprenant ne fournit pas sa part de travail, ça ne marche pas. Sachant qu'on a vraiment cette politique-là et cet état d'esprit-là de mettre les apprenants en posture d'acteurs de leur formation. Et c'est vraiment une guideline pour nous. C'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en place et ce qu'on met en place. Donc voilà, c'est important pour nous que vous soyez impliqués si vous décidez de vous engager sur cette démarche-là. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Non, je vois que dans le public, il y a des anciens stagiaires de CHP Formation. Non, c'est le mari de Anne. Non, pardon. Ou Fabienne, si tu veux prendre la parole, Fabienne, sur le métier de formateur. Fabienne est une de nos formatrices chez CHP Formation. Et Fabienne est titrée également. Donc, et Anne-Marie aussi. Et il y a Anne-Marie. Ah oui, il y a Anne-Marie Jourdan aussi. Voilà. Oui, bonjour. Métier de formateur. Bonjour Fabienne, vas-y. Bonjour. Je crois que tout a été bien décrit sur le métier de formateur, et c'est pas Bruno l'a très bien dit. On s'imagine être en animation et ça c'est que la part qu'on a en tête spontanément quand on veut devenir formateur. Mais c'est loin d'être que ça, effectivement. Si on veut, comme le dit Bruno, et ça j'y tiens aussi, faire expérimenter par les stagiaires les choses, aller chercher leurs connaissances, etc. Ça demande un travail de préparation, de préparation très important. Moi, j'ai choisi, alors pour la petite histoire, j'étais DRH, j'animais des réunions, je faisais plein de communications, de belles choses. Je me projetais en tant que formateur et je me disais, j'ai tout ce qu'il faut. Oh non, oh non, oh non. J'avais peut-être ce qu'il faut sur la troisième partie, qui est l'animation, un petit peu sur l'administration, mon parcours aidant, mais la construction, c'est vraiment, c'est une très belle part du métier aussi, mais qui doit s'apprendre. Ça ne peut pas s'improviser parce que ça se sent après en formation. Non, on ne peut pas improviser. Alors, on ne peut pas improviser non seulement pour le stagiaire, parce qu'on lui doit ça, et Bruno l'a très bien décrit, mais j'ajouterai pour nous aussi, parce que quelque chose de bien compris, ça permet de gérer de quelque chose de très angoissant pour un formateur, c'est la gestion du temps. Oui. Voilà. Et donc, quand on a tout construit, on est beaucoup plus serein avec cette partie-là aussi qui peut être très difficile.
Voilà, donc tout ça pour dire que ça s'apprend et moi je l'ai appris. À 60 ans, je suis retournée sur les bancs pour apprendre, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. Ça fait vraiment la différence, autant pour le stagiaire que pour le formateur. Ok, super, merci Fabienne. Je voulais insister sur ce point-là, c'est-à-dire que ce soit une formation certifiante ou une formation courte, nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que les bases soient bien là, les bases du métier soient bien présentes. Donc, bien évidemment, en 4 jours, on ne va pas être autant dans le détail que sur une formation qui dure 200 heures, mais de toute façon, apprendre à faire une progression pédagogique et un scénario, c'est tellement essentiel que ça, c'est quelque chose qu'on va forcément aborder dans les deux cas. Il y a une question d'Olivier sur le rythme, et ensuite, le rythme, on en a parlé, le planning. Est-ce que, donc je suis actuellement en préavis, en période de préavis, on m'a soumis à un poste de formateur dans une structure telle que l'AFPA. Est-ce que le poste est compatible avec le rythme de la formation? Bien sûr, ça va dépendre du poste, Olivier. Donc là, moi, je n'ai pas la réponse côté AFPA. En revanche, voilà, ce qu'on sait, c'est que si votre structure accepte que vous puissiez vous libérer un jour par semaine pour être en synchrone, en face à face avec les formateurs, il n'y a pas de problème. Après, le temps dont on parlait tout à l'heure de travail sur plateforme ou de travail d'exercice ou de rédaction, c'est vous qui le planifiez comme vous voulez. Donc, ça peut être le soir, le week-end, enfin ou si vous avez du temps libre dans la journée, selon votre emploi du temps. Vous êtes libre de l'organiser comme vous voulez. Et ça, c'est une force vraiment de notre formation. Je pense qu'il y a peu d'organismes qui l'abordent de cette façon-là. Super, merci. Vous pouvez peut-être ouvrir les micros si vous avez des questions. Pardon. Je rajoute, j'ai envoyé un message à Olivier pour lui dire que je lui enverrai le planning. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi voir, par exemple, le planning de la prochaine session, avec plaisir, je vous communique tout ça. Ça vous permettra de visualiser un peu mieux l'organisation qu'on a chez CHP. Voilà. D'autres questions, peut-être Daniel, j'ai pour ma part 25 ans de travail en tant que formateur salarié, intervenant dans plusieurs OF. C'est le passage de statut d'indépendant qui me pose souci, notamment avec Calliope. Plus précisément, Daniel, c'est quoi votre question? C'est est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on souffre? C'est quoi la question, Daniel? Vous pouvez ouvrir le micro, Daniel. Oui, vous pouvez prendre le micro. On a un peu de temps encore, les amis. Si vous voulez ouvrir vos micros et vos caméras, ouvrez. Comme ça, on se voit tous et ça peut être sympa. En tous les cas, ouvrir le micro. Oui, Daniel. Oui, bonjour. Donc, moi, c'était en fait le passage indépendant, mais surtout tout ce que ça suppose derrière, c'est-à-dire une gestion d'une entreprise, comme tout indépendant, avec les cotisations sociales, enfin toutes les déclarations qu'il y a à faire, et notamment, moi, monter un dossier Calliope, etc. Parce que moi, j'ai 25 ans d'expérience, je travaille encore pour certains organismes. Avec Calliope, certains ont baissé la garde et puis de fait ont fermé, et donc du coup, je me retrouve avec moins de travail, et donc, autrement dit, je pense, moi, à me mettre organisme de formation, enfin indépendant, pour monter moi-même, continuer moi-même mes formations que je fais depuis 25 ans. Quoi, voilà. C'est dans le monde du cinéma. Et ce qui m'ennuie, c'est l'arrivée de Calliope, parce que ces organismes ont été confrontés à cette gestion administrative quand même assez lourde, voire coûteuse, parce qu'il faut faire des audits, etc., extérieurs, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est long à préparer. Et donc moi, c'est ce qui me fait peur, parce que je pense que je connais très bien mon métier, ça fait 25 ans que je le fais, je travaille pour de grands organismes publics, de grandes écoles. J'aurais voulu compléter ces emplois salariés par moi-même, par mon propre statut, ma propre entreprise. Quoi, voilà. Et le souci, c'est le statut d'indépendant et le statut et avec l'obligation de Calliope. Voilà. Okay. Je vais démystifier, pour vous répondre Daniel, je vais démystifier Calliope à partir du moment où aujourd'hui vous avez de toute façon des émargements, des scénarios pédagogiques, des supports, etc. En fait, le Calliope, il fait quoi? Il fait des demandes de preuves pour prouver que vous avez des compétences et que vous fournissez bien les documents. On est sur une demande de preuves administratives. À partir du moment où en interne, vous êtes suffisamment organisé, que vous avez tous les documents, pour moi, le Calliope ne pose pas de souci. C'est de l'organisation en amont et structurée en amont. Et une fois que c'est fait, c'est suivre l'organisation, c'est suivre vos documents aussi. Et puis après, nous, aujourd'hui, par le biais de consultants, on est capable d'accompagner des gens qui s'installent. Et puis après, c'est un coup de fil
à moi ou Bruno pour nous poser des questions sur les statuts d'indépendants. Parce que voilà, nous, on peut être force de conseil aussi, et c'est pas forcément du conseil rémunéré non plus, on s'en fout. Le but, c'est pas là, c'est pas ça. Le but, c'est que vous soyez rassurés aussi sur le métier de formateur et sur le métier d'indépendant. Et j'allais Voilà. dire, il n'y a rien de grave. Voilà, il n'y a rien de grave. Ça se fait. Et voilà. Après, ça demande un peu plus de rigueur peut-être que d'habitude, mais ça se fait. Il n'y a rien de grave. D'accord. Bah, surtout si vous avez déjà une Mais oui, activité salariée qui continue, donc c'est un complément et bon, Voilà. une fois que c'est mis en place, vous suivez le cadre. Hein. et moi, Voilà, ça j'ai- a été réduit parce que, excusez-moi, ça a été réduit évidemment en présentiel avec le Covid évidemment. Hein. Moi, je me suis trouvé en berne complètement en année 2020. 2021, ça a un petit peu redémarré. Bon, 2022, ça a été un peu mieux, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. C'est-à-dire mes revenus ont gravement chuté, je dirais. Bon, après, c'est pas très grave parce que j'ai un peu de patrimoine pour l'instant de côté. Et je me retrouve, j'ai quand même 60 ans, donc c'est difficile voilà, de se dire je vais peut-être essayer de changer de statut pour me rajouter du travail par rapport aux organismes de formation qui continuent à m'employer, mais avec quand même moins de contrats. Quoi, voilà. C'est devenu plus difficile. Quoi, voilà. D'autant que le domaine sur lequel j'intervenais, dans le cinéma, l'évolution technologique a fait que il y a beaucoup de machines qui travaillent sans besoin vraiment d'intervention humaine. Quoi. Donc évidemment, la formation, ça ressent un peu parce qu'il y a franchement moins de personnel quoi, à former. après, Alors, si je peux Fabienne voulait intervenir, parler. si je peux intervenir parce que j'ai les mêmes préoccupations. J'ai les mêmes préoccupations et voilà, je vais devoir moi aussi me lancer dans Calliope. Ce que j'en ai retenu quand même, parce que je prends des informations à droite, à gauche, alors j'essaie de ne pas me laisser emporter par tout ce qu'on peut entendre, sinon je suis comme vous, Daniel, c'est en effrayant. dépression. Mais vous parliez des organismes qui ont jeté l'éponge. Le cahier des charges est beaucoup plus lourd pour un organisme que pour un indépendant. Il y a quand même des items qui ne concernent pas les organismes. D'accord. Après, voilà, après, je me dis, c'est avoir de la rigueur sur ce qu'on produit et ça se structure. Enfin, voilà, c'est bon, mais c'est une démarche rigoureuse et ça se structure, quoi. C'est à partir du moment où vous aviez l'habitude de fournir vos docs, enfin vos preuves, oui, et comme dit Fabienne, en effet, pour les organismes de formation qui ne sont pas indépendants, enfin qui sont pas un indépendant en solo, c'est plus de contraintes. Voilà. Mais ça se fait. Hein. Après, il y a des décrets qui sont en train de passer, notamment pour les formations qui vont être éligibles CPF ou les sous-traitants vont être obligés d'avoir le Calliope. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais c'est en cours de vote. Voilà, après, c'est l'avancée aussi de la formation et du cadre légal, et c'est pas plus mal aussi. Je me dis, c'est pas plus mal. Je voudrais compléter, puis après on redonne la parole s'il y a d'autres questions, mais moi ce que j'ai remarqué comme étant quand même peut-être une évolution forte, peut-être que Daniel ça va vous parler, mais par exemple, je ne sais pas si vous faisiez des évaluations des acquis à la fin de chaque formation. Bon Oui, voilà, bien bah, sûr. ça par exemple c'est... Pardon, Voilà, oui, avec vous une grille faisiez... européenne, etc. Enfin, voilà, qui permet d'avoir tous les, comment dire, tous les critères pour que les stagiaires puissent répondre plus favorablement, enfin, le plus intelligemment possible à tous les critères de la formation à la fin, quoi, ce qu'ils ont ressenti, Ouais. voilà, les conditions matérielles, les documents remis, etc. Enfin, voilà, c'était assez riche. Mais tout le monde, tous les formateurs ne font pas d'évaluation systématique à la fin de chaque module. Et ça, c'est devenu maintenant voilà, une obligation et une habitude que nous devons tous avoir, nous tous les formateurs, c'est systématiquement non seulement de faire une évaluation, mais une évaluation, je dirais, traçable. C'est-à-dire que avant, ce qu'on faisait, moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est de faire une évaluation à l'oral, par exemple. Hein, voilà, vous faites un petit temps de débrief pour voir si tout le monde a bien compris. Mais ça, une fois que vous avez terminé le temps de débrief, il n'y a pas de trace. Voilà. Là, maintenant, il faut faire un QCM, il faut faire quelque chose qui va faire que vous ayez vraiment une preuve comme quoi l'évaluation a bien été faite. Et ça suffit pour remplir le critère Calliope sur l'évaluation. Par contre, moi, une des questions que je me pose, c'est que Calliope demande en fait au départ un audit en formation avec des stagiaires
Autrement dit, il faut déjà pouvoir organiser un stage donc, en tant qu'indépendant pour se faire auditer. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Comment on peut déjà monter une formation? Bon, moi, j'ai besoin de fonds publics, hein, je veux dire, c'est mes stagiaires jusqu'à présent, la plupart, soit ils payent des grandes écoles, et puis bon, j'interviens en tant que salarié et formateur, soit ils sont complètement pris en charge et aidés, hein, que ce soit par Pôle emploi ou d'autres OPCO, hein, pour leur financement. Donc, autrement dit, maintenant, ça nécessite évidemment d'avoir Calliope. Bon, quelque part, ça paraît normal que l'État regarde la qualité des formations et audite. Mais comment on peut donc, autrement dit, déjà monter un stage de formation alors que je ne vais pas avoir donc Calliope dès le démarrage et que je vais avoir besoin d'un audit à un moment donné, si j'ai bien compris, une journée en formation avec mon groupe de stagiaires que j'aurai à ce moment-là. C'est comme ça que ça se passe, c'est bien ça? Peut-être, alors, il n'y a pas d'audit pendant l'animation de formation. Déjà, c'est pas comme ça que se passe l'audit. L'audit, il est fait sur des documents. Si vous avez un serveur, si vous avez un drive, etc., l'auditeur vient vérifier, preuve à l'appui, des justificatifs. Voilà, il faut lui fournir des justificatifs, comme quoi vous avez des compétences, comme quoi vous faites bien les émargements, comme quoi vous faites bien les évaluations d'acquis, etc. Voilà, c'est pas en cours d'animation. Et après, moi, j'ai envie de vous dire, appuyez-vous sur vos partenaires, sur les D'accord, OF. oui, tout à fait, oui. Mais c'est uniquement, donc au départ, c'est uniquement administratif et pas en présentiel. Il me semblait qu'il y avait un auditeur, moi, qui devait prendre rendez-vous sur une journée. Oui, pour oui, mais venir sur vos documents, oui, Daniel, mais sur vos documents, pas lors d'une animation de formation. D'accord. C'est un rendez-vous avec l'auditeur, mais à partir de vos documents. D'accord. Pas en présence de stagiaire, autrement dit, pas en présence de groupe. Ça me paraissait déjà un petit peu énorme qu'il y ait quelqu'un qui regarde comment je travaille, qui regarde comment je travaille en présence de mon public de stagiaires, qui me note moi-même. Et puis d'autant qu'on peut pas, de fait, je sais pas, monter déjà une formation sans être qualifié Calliope, parce que de fait, voilà, moi je vais pas avoir de financement. Donc comme les formations sont assez coûteuses, moi, chez moi, personne ne les paye, quoi. Je veux dire, c'est aidé, hein. Et puis ça a toujours très bien marché. Certaines formations sont diplômantes, dont les gens passent leur diplôme. Moi, j'ai 96-98% de réussite, donc c'est pas que j'ai rien à prouver. Je me remets en question tous les jours que je fais des formations, quand je les prépare, avant, après. Mais bon, après, voilà, j'ai 25 ans d'expérience. Je pense que je connais mon travail, ma pédagogie aussi, et ça se passait bien, quoi. Voilà. Après, pour l'instant, voilà, moi j'ai envie de vous dire, appuyez-vous sur vos partenaires. Si vous ouvrez un stage en nom propre, vous aurez aussi les preuves, mais appuyez-vous sur les preuves de vos partenaires qui prouvent que vous avez des compétences et que vos formations sont de qualité. D'accord. C'est eux aujourd'hui, si vous êtes sous-traitant auprès d'OF ou si vous êtes salarié auprès d'OF, c'est eux qui ont les preuves. Voilà, moi je suis salarié. Hein. Voilà, salarié en CDD, donc vacataire, CDDU. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public ou des témoignages? Anne-Marie, tu veux témoigner? Ouvrir le micro. Ah oui. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Bon, j'espère que je n'ai pas fait fuir tout le monde. Non, mais non. En fait, moi, je voulais rajouter que, en fait, il y a de toute façon, aujourd'hui dans Calliope, puisqu'on parle beaucoup de Calliope, mais c'est vrai que ça structure quand même beaucoup notre métier, hein, faut le reconnaître. Il y a obligation pour l'OF, donc là, en l'occurrence, c'est HP Formation, de s'assurer que les formateurs soient compétents. Voilà, c'est l'indicateur 21, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a aussi un autre indicateur qui dit que dans le cas du recours à la sous-traitance, les sous-traitants se doivent d'appliquer en fait le même référentiel. Donc en fait, aujourd'hui, qu'on soit certifié ou pas, du moment où on intervient pour un OF, que ce soit en tant que salarié, vacataire ou sous-traitant, de toute façon, on se doit de respecter ce référentiel. Alors, le référentiel, ce n'est pas très compliqué en matière en fait, c'est ce que vous faites déjà. C'est-à-dire que vous définissez des objectifs, vous faites en sorte qu'ils soient adaptés à votre public, vous faites en sorte que les attentes soient bien prises en compte, que les publics soient évalués à la fin. Donc, tout ça, en fait, on le fait déjà. Par contre,
la rigueur qui va arriver, en plus, c'est de prouver, voilà, de fournir des documents pour ça. Et c'est ça qui va être audité. Voilà, donc, bon, que ce soit Fabienne ou vous, Daniel, ou d'autres, peut-être parmi le public actuellement qui se pose cette question-là, c'est juste, on va dire, la mise en forme de choses qui sont déjà, pour la plupart du temps, déjà actées, quoi. D'accord. D'autres questions peut-être sur le contenu pédagogique. Sinon, bah, moi, je vous le laisserai parce que j'ai mon groupe qui va reprendre dans pas longtemps. Donc, Juste encore une question. Quand vous parlez donc de qualité du formateur, en fait, bon, c'est un métier, si j'ai bien compris, on n'a pas forcément besoin de diplôme. Enfin, moi, l'obligation que j'avais par rapport, par exemple, au GRETA, donc le groupe d'éducation nationale où j'intervenais, on me demandait d'être titulaire du diplôme que j'enseignais. Donc, c'était le cas, petit diplôme. Hein. En même temps, moi, donc, du coup, je me suis formé sur le tas en tant que formateur. Hein. Je pense que je travaille correctement. Parce que, bah, de toute façon, voilà, ça fait 25 ans au emploi, donc je pense que sinon ça ne se passerait pas très bien. Et mes stagiaires sont toujours ravis de mes interventions. Hein. Mais je n'ai pas de diplôme de formateur. Donc, comment je peux prouver ma qualité de formateur? Je veux dire, si ce n'est uniquement par mon expérience, quoi. Et puis, voilà, éventuellement, les attestations d'employeur, mais c'est pas évident, quoi. Tu réponds Oui, bah, c'est bien toute la question, Daniel. C'est effectivement, et je m'adresse à tout le monde, c'est une question qui est super intéressante parce qu'on a beaucoup de candidats qui sont dans votre cas et qui nous disent, qui nous tiennent ce discours. Et vous avez raison sur le fond, bien entendu. Vous n'avez plus rien à prouver, vous connaissez déjà votre métier, etc. Sauf que aujourd'hui, tous les OF qui vont vous employer ou vous faire travailler d'une manière ou d'une autre, bah, se doivent de vérifier votre niveau de compétence. Et je ne parle pas de votre expertise, je parle de votre niveau de compétence en tant que formateur. Et il y a de plus en plus d'OF maintenant qui demandent que vous soyez titré, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen, on est dans un pays des diplômes, hein, c'est le meilleur moyen de prouver qu'on a la compétence, c'est d'avoir un diplôme. Voilà. Alors sinon, bah, ça veut dire que c'est la responsabilité de l'OF qui doit vérifier que vous avez le niveau en vous faisant, alors là pour le coup, un audit en salle, quoi. Hein, c'est la meilleure solution dans ce cas-là. Voilà. Et bien entendu, pour l'OF, ce n'est pas suffisant comme preuve. Donc aujourd'hui, bah, s'assurer que vous respectez aujourd'hui les 13 compétences du titre qui demain vont peut-être évoluer puisque le nouveau référentiel va sortir en janvier 2023. Là, donc on aura peut-être des compétences supplémentaires. Bah, le meilleur moyen, c'est effectivement de dire il faut que vous ayez une preuve écrite et la meilleure preuve écrite, c'est le titre. D'accord. Donc, chez vous, cette formation qui fait donc 200 heures, c'est ça? C'est ça, exactement. Absolument. À raison d'une demi-journée à une journée par semaine pour les personnes comme vous qui travaillent ou qui sont indépendants en fait. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aussi à des rythmes de travail parce qu'aujourd'hui, l'AFPA dispense aussi sur une année, le DUFA aussi, c'est l'université dispense aussi. Donc après, c'est des rythmes temps plein qui ne conviennent pas à tout le monde. Mais l'AFPA, par exemple, il me semblait que c'était bac plus 3 ou bac plus 5. Bon, moi, je suis au niveau inférieur, au niveau scolaire. Hein, voilà. Nous, on prend tous les niveaux, Daniel. Pardon? Nous, on prend en entrée, on prend tout niveau. Voilà, surtout des gens qui ont de l'expérience comme vous. On va beaucoup s'appuyer sur votre expérience. Donc, on prend. Par contre, c'est pas une VAE, hein, j'insiste bien. Oui, oui. C'est une formation. Et je me fie simplement au témoignage des apprenants que nous avons eus, puisqu'on a formé, comme a dit Sophie, environ une centaine de personnes. Le témoignage qui ressort le plus souvent pour les gens qui ont un profil comme le vôtre, Daniel, c'est de dire ça fait du bien de voir la structure, la méthodologie, la théorie qui est derrière tout ce que je faisais avant. Voilà. Il y a l'apprentissage empirique que vous avez pu faire par l'expérience, et puis il y a le fait de confronter ça, dans le bon sens du mot confronter, bien entendu, de confronter ça avec d'autres apprenants qui ont aussi des pratiques, mais qui sont peut-être différentes des vôtres, et puis avec ce qui est attendu du référentiel. Voilà. Et vous allez voir que on en sort transformé de cette formation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'on s'aperçoit que soit on était super dedans déjà, tant mieux, et puis on apprend quand même des choses, soit finalement on s'aperçoit que il y avait peut-être des habitudes à revoir, des choses comme ça. Et ça fait du bien de se remettre en question. Il y a Olivier d'ailleurs qui demande à ce qu'on parle du contenu pédagogique. Oui. D'accord.
Ok, Olivier, très bien. Donc, je vais répondre là-dessus. Le contenu, il est basé, le contenu en tout cas sur la partie titre FPA, il est basé sur un document de référence qui s'appelle le REAC, le référentiel emploi, activité, compétences. Ce REAC, il est édité par le ministère du Travail, il est rédigé par l'AFPA et il change tous les 5 ans. Donc là, on a un REAC qui est encore en cours jusqu'en avril 2023 et on a le nouveau document qui va sortir en janvier et qui sera opérationnel à partir de mai 2023. Voilà. Donc ce REAC qui définit les blocs de compétences et définit les différentes compétences à l'intérieur de ces blocs donc, qui sont attendus de la part du formateur. Donc il y a par exemple, tout bêtement, voilà, j'ai parlé de l'analyse de la demande, être capable d'analyser une demande et de produire une progression pédagogique, c'est la première compétence qui est attendue voilà, d'un formateur. Après, il y a bien sûr la conception, l'animation, l'évaluation, et puis il y a tout un bloc de compétences sur l'individualisation, être capable de faire des formations individualisées. Voilà. Donc ça fait partie aussi, savoir faire de la remédiation, savoir faire de l'auto-analyse, c'est-à-dire de la remise en question voilà, de ces pratiques. Voilà, tout ça, ce sont les contenus que vous allez trouver dans la formation qui est celle de CHP Formation. Voilà. Et donc, on fait des cas pratiques, on fait des exercices, on fait des mises en situation. Voilà, rien ne vaut la pratique, en fait, hein, pour apprendre. Donc, pour répondre et pour compléter, pour répondre à Olivier, sur le planning conçu à destination des stagiaires, des participants, il y a l'intitulé de la fiche de compétences correspondante et donc le contenu en fait de la séance. Voilà, ça vous permet d'avoir un guide aussi, de comprendre ce qui est abordé. Je compléterai avec l'envoi du programme, comme ça vous permettra d'avoir l'ensemble du vie. D'accord. Alors, du coup, j'ai activé le micro pour vous entendre ma belle voix. En fait, ma action principale qui était tout à l'heure sur le rythme, c'était de pouvoir envisager, comme je l'ai expliqué, je suis en fin de préavis, comment je peux envisager ma continuité professionnelle avec l'inclusion de la formation. Comme vous disiez, si éventuellement l'organisme de formation pour lequel j'ai été contacté pouvait me libérer une journée par semaine pour suivre la formation, mais j'envisageais aussi de continuer dans ma branche professionnelle et j'ai du mal à imaginer la compatibilité entre les deux, quoi. Du coup, je me demandais quel était pas le profil, mais le type d'apprenant que vous recrutez et ils organisent comment leur temps de travail avec la formation en général. Ce sont des personnes qui sont au Pôle emploi et qui attendent à la fin de la formation et qui consacrent tout le reste du temps de la semaine à leur apprentissage, ou vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en même temps qui font la formation? Excuse-moi, je prends la parole juste pour vous dire que je vous laisse là maintenant parce que je reprends dans un quart d'heure et je laisse bien entendu Sophie répondre et je vous salue tous. Si vous avez des questions sur le contenu, sur la pédagogie, n'hésitez pas à envoyer un mail à Mélanie et j'aurai le plaisir bien entendu de vous répondre. Merci. Bon appétit. Merci. Merci Bruno. Salut Bruno. Donc pour vous répondre Olivier, on a tout type de stagiaires, on a tout type d'apprenants, on a autant des formateurs qui sont formateurs professionnels 5 jours sur 5. On a des salariés d'entreprise, on a des personnes qui sont Pôle emploi en recherche de poste. On a des consultants indépendants. En fait, on a tout type de stagiaires en fait et tout type de profil. Donc après, ce que vous disiez Bruno tout à l'heure, c'est que en fait, c'est à vous de voir en interne comment vous pouvez organiser votre planning et de voir avec votre employeur ou votre partenaire comment vous pouvez organiser votre planning, sachant qu'il y a des fois où si vous ne pouvez pas être là, nous on enregistre les Zooms en fait. On enregistre les cours. S'il y a du distanciel, on les enregistre. Donc voilà, donc vous avez aussi en support le cours en Zoom, quoi, en replay. D'accord. Voilà, donc on essaye de jouer sur ça, être le plus flex possible pour les gens qui travaillent en fait. On essaye de s'adapter. En tout cas, je tenais à consolider tout ce que vous aviez dit sur la progression pédagogique, puisque
il y a quelques petites années, j'ai fait l'expérience d'enseigner au collège. L'éducation nationale n'a pas pu me fournir en fait toute la structuration du cours. Il a fallu que j'apprenne sur le tas. Ça a été très compliqué et ça me prenait énormément de temps parce que je comprenais pas tout. Et ça n'a pas été, du coup, ça n'a pas été une expérience hyper positive au final. Mais j'ai toujours cette envie d'enseigner et si je me suis tourné vers vous, c'est justement pour acquérir cette structuration, changer de public aussi. Les ados, c'était particulier. J'avais oublié ce que c'était un ado. C'est bien, ça vous a rappelé rapidement ce que c'était un ado. C'est bien. En fait, j'ai pas eu d'enfant, mais voilà. Donc du coup, et c'était aussi quand vous parlez tout à l'heure des cas particuliers, en fait, avec les collégiens, ce sont tous des cas particuliers, quoi. Et mais c'est vrai que pour reprendre ce que vous disiez vous-même tout à l'heure sur la structuration du cours et le fait que d'évaluer le temps de chaque de chaque step, c'est hyper important parce que il est vrai que les 4 premiers mois, j'ai improvisé. En fait, je me perdais dans ce que je disais. C'était douloureux en tout cas. Ouais, Voilà. et à savoir aussi construire une progression pédagogique. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça fait 25 ans que je suis formatrice et je continue à être formatrice. Hein. Je ne fais pas que diriger CHP Formation, mais moi, mon métier de fond, c'est être formateur. Enfin, mon métier, c'est formatrice. Hein. Et il y a aussi savoir évaluer ce qui est important au niveau du message à faire passer. Donc, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir une progression pédagogique, c'est à partir de l'objectif et de la demande du commanditaire, qu'est-ce que je vais fournir comme contenu réel qui va être au service de l'apprenant et pas me perdre dans les détails du contenu, parce que le contenu, il peut être fouillé comme une recherche universitaire, mais sauf que ce n'est pas forcément la demande de l'apprenant ni la demande du commanditaire. Donc, la difficulté en tant que formateur, c'est savoir la justesse du contenu à fournir dans le temps imparti. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres retours, d'autres remarques ou besoin d'échanger? On dépasse un petit peu sur le temps, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est encore disponible. Oui, pour ma part, moi je suis aussi inscrit depuis 25 ans pratiquement, aussi à Pôle emploi, parce que de fait j'enchaînais des missions qui des fois étaient séparées par plusieurs semaines de pas de travail. Quoi, voilà. Donc j'aurais voulu savoir si éventuellement cette formation que vous proposez peut être éventuellement aidée ou avoir une petite prise en charge ou une prise en charge totale, je ne sais pas, par un organisme tel que Pôle emploi ou... Alors là, c'est un peu prématuré pour que je puisse répondre, enfin pour que Mélanie et moi puissions répondre, parce qu'il faut que c'est au cas par cas, Daniel, et nous, on a besoin d'affiner un petit peu votre profil, en fait. D'accord. Pour le financement et pour aider à monter le financement. Voilà. Et puis bien de votre entendu, il y a des statut, etc. Oui. Mais il nous arrive d'avoir des personnes qui financent via Pôle emploi ou qui font une demande pour abonder leur CPF. Voilà, il y a différentes possibilités, mais il faut qu'on puisse voir pour vous. Mais c'est des choses qu'on fait régulièrement en tout cas. C'est ça. Et des fois, ça nous arrive de croiser aussi différents financements pour qu'il y ait un financement un peu plus élevé aussi. Donc, c'est pour ça que c'est en fonction de chaque personne. D'accord. Et des statuts des uns et des autres, si vous avez été salarié dans une structure en parallèle d'être indépendant, etc. Donc, du coup, on peut faire un montage, en fait. Voilà. Et ça, c'est notre job aussi, à vous aider à faire un montage financier. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Voilà, il est 13h20, 21. Il est temps de clôturer ce webinaire. En tous les cas, on vous remercie d'avoir été présents. Et merci à Fabienne et Anne-Marie d'avoir été présentes. Merci Fabienne pour ton témoignage. Voilà, Mélanie Sagné-Aubert est votre contact. Si vous avez des questions, ça peut passer par elle. Normalement, vous avez son mail. Et voilà, elle reste à votre disposition. Merci beaucoup et très belle journée. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.